a des violences sourdes que notre société a bien du mal à identifier et à punir. Certaines femmes, en raison de leur âge, souffrent en silence. Sont-elles les oubliées de notre droit ? C'est là la question à laquelle nous tenterons de répondre aujourd'hui. Ça vous intéresse ? Restez avec nous. Bienvenue à toutes et tous dans cette nouvelle collection Les causeries de l'égalité. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui afin de poursuivre la nouvelle série Égalité et genre sur le thème suivant, la maltraitance des femmes âgées. Bonjour Joanne de Chepy-Tellier. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver à nouveau pour m'entretenir sur ce nouveau sujet. Bonjour Patricia, merci de me réinviter à parler de ce sujet, encore une fois passionnant, je l'espère, pour celles et ceux qui vont nous écouter. Je vous remercie. Alors, la première question qui me vient à l'esprit sur cette thématique est la suivante. Qu'est-ce que, au fond, la maltraitance des personnes âgées et ou dépendantes, dont on évoque si souvent la réalité alarmante dans les débats publics ? Alors vous avez raison, il faut revenir aux définitions essentielles pour essayer de comprendre le phénomène qui va nous intéresser. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que lorsque le sujet des violences faites aux femmes et précisément aux personnes âgées, qu'elles soient victimes de leur environnement quotidien, à domicile ou encore en établissement, est abordé dans le discours public, le terme maltraitance a tendance nettement à se substituer à celui de violence. Alors ce mot maltraitance, un petit peu d'histoire, est apparu dans la seconde moitié des années 1980 et précisément dans les travaux sur les enfants ayant reçu des mauvais traitements. Et c'est en 1987 précisément que le Conseil de l'Europe aborde la question de la maltraitance qu'il définit, je cite, comme une violence se caractérisant par tout acte ou omission commis par une personne s'il porte atteinte à la vie, à l'intégrité corporelle ou psychique, à la liberté d'une autre personne ou compromet gravement le développement de sa personnalité ou nuit à sa sécurité financière. Et cette approche, qui concernait initialement les enfants, a été reprise en 2002 par l'Organisation mondiale de la santé pour l'adapter spécialement à la situation des personnes âgées. Et c'est là que la définition qui a été retenue va nous intéresser et vise un acte isolé ou répété, ou l'absence même d'intervention appropriée qui se produit dans toute relation de confiance et cause un préjudice ou encore une détresse chez la personne âgée. Alors typiquement en droit français, puisque nous sommes juristes, vous et moi, la maltraitance des personnes âgées n'est pas définie à proprement parler par les textes, mais par la Commission pour la lutte contre la maltraitance et la promotion de la bientraitance, qui a été créée par la loi du 28 décembre 2015 d'adaptation de la société au vieillissement. Et c'est la définition que l'on retrouve dans le vocabulaire partagé propre à cette commission qui va bien évidemment nous servir de base fondamentale à la compréhension du phénomène. Et ce vocabulaire partagé prévoit qu'il y a maltraitance d'une personne en situation de vulnérabilité lorsqu'un geste, une parole, une action ou un défaut d'action compromet ou porte atteinte à son développement, à ses droits, à ses besoins fondamentaux et ou à sa santé, et que cette atteinte intervient dans une relation de confiance, de dépendance, de soins ou d'accompagnement. Le même vocabulaire partagé nous enseigne également que les situations de maltraitance peuvent être ponctuelles ou durables, intentionnelles ou non. Leur origine peut être individuelle, collective ou même institutionnelle. Et encore, ajoute que les violences et les négligences peuvent revêtir diverses formes associées au sein de ces situations. Alors, ce qui est intéressant dans ce vocabulaire partagé, c'est que l'appréhension qui est faite de la maltraitance est très riche pour le pénaliste que je suis en critères de qualification des situations considérées. D'abord, premier élément intéressant, il en ressort que la victime est nécessairement en situation de vulnérabilité et subit un préjudice. Ensuite, on repère que le comportement de l'auteur
est soit un acte de commission, soit une abstention pure et simple, et n'est pas obligatoirement habituel. Il peut être ponctuel. Troisième critère, le victime et l'auteur entretiennent, on pourrait dire, une relation de proximité. Enfin, la faute est intentionnelle ou encore non intentionnelle et est imputable à un individu, une collectivité ou même à une institution. Donc on voit finalement que cette appréhension du vocabulaire partagé nous donnerait des critères juridiques de qualification pénale assez intéressants. Donc je me suis amusé à essayer de voir comment était réceptionnée la question de la maltraitance au sein du Code pénal. Et tout de suite, on remarque que le terme même de maltraitance n'apparaît expressément dans le Code en question qu'au sein de l'article 131-5-1 qui mentionne le recours possible aux stages de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre la maltraitance animale. Et non pas, bien évidemment, la maltraitance des personnes âgées. Donc, je me suis dit, peut-être qu'il faut changer de mots-clés pour essayer d'interroger de façon plus large le Code pénal. Et je me suis mis à utiliser le terme « mauvais traitement ». Et là, même chose, lorsque l'on parle des mauvais traitements dans le Code pénal, c'est encore une fois pour faire le lien avec les animaux et non pas avec les personnes. Alors, ce que vous dites là est assez surprenant tout de même, car il me semble que les chiffres relatifs à la maltraitance des personnes âgées sont plus qu'éloquents. Oui, tout à fait. Je vous rejoins sur ce constat. Et d'ailleurs, alors même si les chiffres sont très difficiles à établir, à identifier, on a quand même quelques éléments de réponse en la matière, quelques éléments de mesure. En 2017, une analyse encore de l'Organisation mondiale de la santé qui a été menée sur la base de 52 études réalisées dans 28 pays de diverses régions a révélé qu'au cours de l'année précédant l'évaluation, une personne âgée de plus de 60 ans sur 6 avait été victime d'une forme de maltraitance. Alors si on rapporte ces données à la population française, qui a été mesurée par l'INSEE à 68 millions d'individus en 2023, les personnes âgées de 60 ans et plus représentent un peu plus de 27% de la population française, soit un peu plus de 18 millions d'individus. Or, si on suit les chiffres de l'OMS, cela signifie qu'une personne sur 6 est victime d'une forme de maltraitance. Le nombre de victimes pourrait alors s'élever en France à plus de 3 millions par an. Pourtant, les données collectées sur le sujet par des institutions ou des associations françaises sont bien loin de refléter la réalité à laquelle on aurait pu s'attendre en suivant la logique de l'OMS. En effet, la fédération 3977, que je cite parce que c'est un numéro dédié à la dénonciation de la maltraitance des personnes âgées, cette fédération, dans son rapport d'activité de 2021, déclare avoir reçu un peu plus de 37 000 appels et avoir traité un peu plus de 8 800 dossiers, sachant que les appels reçus peuvent provenir des personnes ayant moins de 60 ans. Donc on n'est pas forcément sur le même échantillon de personnes à la base. Les signalements, quant à leur contenu, portent pour leur grande majorité sur les maltraitances psychologiques, les maltraitances physiques et les négligences involontaires. Respectivement, quand on regarde les données institutionnelles qui sont collectées par le SSMSI, à savoir le service statistique du ministère de la Sécurité intérieure, sur la même année, on se rend compte qu'il y a une déperdition de matière en la matière, puisque on comptabilise un peu plus de 1000 vols avec violence commis sur personnes âgées de 60 ans et plus, un peu plus de 200 signalements pour coups et blessures sur le même public et 11 signalements pour violences sexuelles. Et on notera d'ailleurs que dans les vols avec violence et les violences sexuelles, ces faits concernent massivement des femmes, alors que la proportion est beaucoup moins nette de femmes victimes pour les autres formes de maltraitance que j'ai citées. Donc, qu'est-ce qu'il faut en déduire ? Il faut en déduire qu'il y a un contraste énorme entre ce à quoi on pourrait s'attendre à suivre la logique indiciaire de l'OMS et les chiffres que nous avons pu collecter en termes de signalement, ce qui révèle très certainement un chiffre noir effarant en la matière et donc ce que vous citiez en accroche, des violences sourdes en la matière. Alors, peut-être qu'on peut expliquer, bien évidemment, ce chiffre noir par le fait que nous sommes face à une population
qui éprouve très certainement une incapacité à protéger elle-même ses intérêts, à protéger elle-même ses droits. Et d'ailleurs, quand on regarde un petit peu les données sur les discriminations liées à l'accès aux droits, on se rend compte que plus l'âge des personnes augmente et plus leur incapacité à défendre elles-mêmes leurs droits et leurs intérêts augmente également. Ce qui montre bien, en fait, que ce n'est pas parce que ces violences n'existent pas qu'elles ne sont pas, par définition, a fortiori révélées. C'est certainement parce que les personnes qui les subissent ont du mal à les verbaliser et à trouver les sphères de protection qui permettraient de protéger leurs intérêts. Oui, bien sûr. Donc, notre droit pénal, au fond, tient-il compte de ces facteurs que vous nous présentez, qui sont bien particuliers, quant au terme même de la répression qu'ils mettent en œuvre? Alors, la réponse est à la fois oui et non. Pardonnez-moi, je suis normand. Si le droit pénal ne tient pas compte de la maltraitance, c'est uniquement en termes d'incrimination unique. Ça veut dire que vous ne trouverez pas de point d'entrée, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la maltraitance et spécialement des personnes âgées dans le code pénal. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'effectivement le code pénal n'intervient pas pour protéger les personnes âgées contre les diverses formes de maltraitance qui sont susceptibles de les cibler. En effet, déjà sous l'empire de l'ancien code pénal, on retrouvait une répression des coups et violences, des voies de fait qui tenaient à la vulnérabilité de la victime parce qu'elle était hors d'état de se protéger elle-même en raison de son état physique ou encore de son état mental. Donc on avait déjà, si vous voulez, l'idée même de protéger avec acuité les intérêts des personnes en état de vulnérabilité. Aujourd'hui, cette particulière vulnérabilité a été densifiée dans le code pénal et aujourd'hui, les critères de vulnérabilité se sont diversifiés. Ils tiennent à l'âge, ils tiennent à la maladie, à l'infirmité, à la déficience physique ou psychique, lorsque celle-ci est apparente ou connue de l'auteur. Mais qu'on ne s'y méprenne pas, toutefois, il ne s'agit pas là d'une circonstance aggravante générale. Ça veut dire que c'est une circonstance qui doit être prévue dans les occurrences spécifiées par la loi pénale pour pouvoir produire son effet protecteur, notamment envers les personnes âgées. Et le fait est que toutes les formes de violence qui sont susceptibles d'être rattachées au phénomène de la maltraitance des personnes âgées vont pouvoir être concernées. Je m'explique. En effet, la maltraitance peut prendre typiquement plusieurs formes. D'abord, on peut assister à une maltraitance économique qui va se produire par une exploitation du manque de vigilance de la victime. Et donc là, on est typiquement sur les vols aggravés ou encore l'abus de confiance qui est aggravé par l'état de vulnérabilité. Soit encore, cette même maltraitance économique va pouvoir se produire par une action exercée sur la volonté de la victime, notamment dans le cadre de l'escroquerie ou de l'extorsion de fonds violente. Donc là, on a déjà cette première emprise de la circonstance aggravante spéciale sur la maltraitance économique. À côté, bien évidemment, on retrouve la maltraitance physique ou psychologique, qui, elle, se produit soit par des actes positifs, des actes de commission, notamment des coups, essentiellement des coups, et non de simples abstentions, qui conduisent nécessairement à un résultat dommageable d'une nature particulière ou d'une gravité intrinsèque particulière. Et donc là, on voit que le droit pénal va utiliser en fait l'ensemble des textes relatifs aux violences, s'intéressant aux résultats produits par les violences envers la victime, et l'ensemble de ces formes associées est aggravé par la circonstance aggravante liée à la particulière vulnérabilité de la victime, notamment due à son âge. Alors, c'est ainsi, par exemple, qu'on peut retrouver une aggravation des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, les violences ayant entraîné une infirmité ou une mutilation permanente, ou encore des violences plus légères, si vous me permettez l'expression, qui n'ont entraîné qu'une ITT de plus de 8 jours, voire même n'ont entraîné aucune incapacité totale de travail. Et la loi va même encore plus loin, puisque tous les procédés spécifiques de violence, que ce soit les actes de torture ou de barbarie, ou encore l'administration de substances nuisibles, et bien là encore, on retrouve cette fameuse logique d'une circonstance aggravante spéciale qui vient spécialement aggraver la répression encourue par l'auteur des faits de maltraitance en question. Alors,
On le voit, la loi pénale, finalement, ne tient pas vraiment directement compte de la protection des personnes âgées. C'est surtout la manière dont ces textes sont employés par les juges, par la jurisprudence, qui va donner lieu, en fait, à une protection contre la maltraitance physique et psychologique causée sur des personnes âgées qui donnent lieu à des situations que l'on pourrait qualifier de moments à risque. Ah oui. En effet, quand on regarde un petit peu la jurisprudence en la matière, on se rend compte qu'on va avoir des périodes dans lesquelles les personnes âgées vont pouvoir être beaucoup plus à risque de subir des coups, des violences ou des négligences, parce que, typiquement, elles sont dans un rapport à autrui de dépendance. C'est le cas, par exemple, lorsqu'une personne fait l'objet de brutalité alors qu'elle a besoin de sa toilette quotidienne. Le moment des repas est aussi un moment très à risque pour elle, parce que par définition, les personnes qui sont incapables de s'alimenter elles-mêmes ont besoin en fait de la réaction d'autrui pour pouvoir s'alimenter, et c'est là, vous voyez, un vecteur possible de violence. Et on peut noter aussi un contentieux très particulier, celui sur les périodes dites d'agitation, parce que vous avez des personnes âgées qui, effectivement, sont dans un état physique et psychique assez délétère et qui, malheureusement, malgré elles, ont des périodes d'agitation qu'il faut, la plupart du temps, canaliser ou apaiser. Et la jurisprudence voit dans les mesures de contention, dont certaines personnes âgées peuvent faire l'objet, des mesures susceptibles de caractériser des actes violents. Je vous interromps, mais vous pensez à quoi dans les mesures de contention ? Alors justement, on parle des mesures des entraves, des contentions massives qui empêchent les personnes en fait, les entraves. voilà, des entraves qui les empêchent en fait de donner libre cours en fait quotidiennement à leurs envies. Et la jurisprudence a tendance justement à s'intéresser à leur caractère massif pour éviter en fait qu'elles ciblent des populations sans pour autant qu'il y ait un besoin individuel en la matière. Et on a même une lutte contre les mesures de contention qui sont systématiques. Donc par exemple, si c'est tous les jours qu'on attache les personnes et que ça dure un temps considérable, eh bien là, la jurisprudence va réagir et y voir des formes de violence. Alors enfin, même si elles sont évidemment plus rares, on peut retrouver encore des maltraitances sexuelles à l'égard des personnes âgées, qu'il s'agisse du viol, qui est un crime, ou des autres agressions sexuelles qui représentent des délits. Là encore, l'état de vulnérabilité de la victime, notamment dû à l'âge, est prévu comme circonstance aggravante. Très bien. Alors, à côté de ces comportements, on va dire positifs, les personnes âgées aussi sont bien souvent la cible de négligence, d'abandon. C'est-à-dire que vous êtes dans une situation où la personne va avoir besoin de soins, besoin d'aliments, besoin de quelqu'un qui va répondre quotidiennement à ses besoins vitaux. Et malheureusement, elle est face à des personnes qui ont cette obligation, au moins morale, et qui n'y répondent pas. Ah oui. On est alors effectivement dans une hypothèse de négligence caractérisée et non pas dans les coups. Donc on n'est pas dans le même état d'esprit que les violences. Et là, typiquement, on peut lutter, bien évidemment, contre ces comportements négligents, mais on ne pourra pas y associer la fameuse circonstance aggravante liée à l'état de particulière vulnérabilité, notamment due à l'âge, tout simplement parce que, dans la logique du droit pénal, la vulnérabilité d'autrui est une circonstance aggravante lorsqu'elle représente, si vous voulez, une opportunité criminelle consciente de la part de l'auteur des faits. Ça veut dire qu'il doit lui-même connaître l'état de vulnérabilité, que cet état est pour lui apparent, et qu'il cherche à profiter de la vulnérabilité d'autrui pour commettre plus facilement son forfait. Et donc, ce système ne peut évidemment pas se retrouver dans les situations de négligence caractérisée, puisque par définition, être négligent, c'est se détourner d'une intention. C'est simplement ne pas faire, ou encore être particulièrement imprudent en la matière, ce qui veut dire qu'on n'est pas face à une faute intentionnelle. Donc l'opportunité criminelle, bien évidemment, est réduite. Et si l'on s'intéresse, avant que vous ayez éventuellement une autre question à me poser, à l'âge des personnes, il ne faut surtout pas confondre l'âge et la vulnérabilité. Ce sont vraiment deux concepts complémentaires et on ne peut pas dire
que l'âge d'une personne en lui-même crée un état de vulnérabilité. Il va falloir bien évidemment justifier que l'âge peut être assimilé à un état de particulière vulnérabilité pour que la circonstance aggravante associée puisse jouer. Je m'explique. Dans une affaire, par exemple, d'extorsion de fonds, la chambre criminelle de la Cour de cassation a censuré la décision des premiers juges qui avaient retenu la circonstance de vulnérabilité en raison du fait que la victime avait atteint l'âge de 64 ans et que cet âge était connu de l'auteur des faits. La Cour de cassation considère ici que l'âge en lui-même ne peut pas générer un état de particulière vulnérabilité. On va donc censurer les juges du fond qui n'ont pas suffisamment tenu compte d'autres critères, d'autres circonstances à l'intérieur desquelles ils auraient pu ranger l'âge pour en déduire une vulnérabilité particulière caractérisant la circonstance aggravante dont on a besoin. Et donc, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que l'âge n'est pas en lui-même un état de particulière vulnérabilité. Très bien. Il était question aussi d'un viol commis à l'encontre d'une personne âgée de plus de 70 ans, que nous avons, comment dirais-je, examiné dans le cadre de jurisprudence, notamment la cour criminelle, la chambre criminelle, pardonnez-moi. Est-ce que vous avez un éclairage là-dessus ? Oui. En fait, c'est exactement la même logique. Si on sort du contentieux en fait, de l'extorsion, quand on regarde cette fameuse affaire en matière de viol commis à l'encontre d'une personne âgée de 70 ans, eh bien, la chambre criminelle a la même logique. Elle considère que l'âge de 70 ans ne génère pas en lui-même un état de particulière vulnérabilité et ne permet pas le jeu de la fameuse circonstance aggravante qui est liée non pas à l'âge, mais à l'état de vulnérabilité particulier. Alors, je pense concrètement qu'il faut quand même avoir en tête que tous les contentieux ne se ressemblent pas. Et que la particulière vulnérabilité de la victime, on va devoir l'apprécier par rapport au potentiel dommageable qui est associé à telle ou telle infraction. Pour mesurer, vous voyez, la capacité de résistance, d'opposition de la victime, auquel cas, si elle est dans un état de particulière vulnérabilité, elle pourra très faiblement s'opposer à l'agression d'autrui. D'accord, je comprends mieux. Alors, si vous n'avez pas d'autres points à ajouter sur ce développement, j'aimerais vous poser une nouvelle question. À vous entendre, on comprend que les femmes âgées victimes de différentes formes de maltraitance, comme vous venez de l'évoquer, font l'objet d'une attention particulière du droit pénal uniquement lorsqu'il est établi qu'elles sont particulièrement vulnérables, je reprends vos mots, en raison de leur âge, et non en raison de leur sexe. Alors, est-ce que vous pourriez nous éclairer un peu là-dessus ? Oui, c'est exactement cela. En fait, si on suit la logique de l'aggravation qui est liée à l'état de particulière vulnérabilité que je viens d'évoquer avec vous, le sexe de la personne ne fait absolument pas partie des causes identifiées et prises en compte par les textes. C'est-à-dire que l'on va retrouver, comme je l'ai dit tout à l'heure, la déficience physique ou mentale, même l'état de grossesse en tant que tel. Alors, c'est une manière indirecte de tenir compte du sexe, mais pas du sexe en lui-même, pour en faire un état de vulnérabilité. Mais je ne pense pas, pour tout vous confier, qu'il s'agisse là d'une carence de la loi pénale qu'il conviendrait de combler. En effet, si l'on se mettait, si j'ai bien compris votre question, à considérer que le sexe d'une personne, spécialement lorsqu'il s'agit d'une femme, est susceptible de provoquer en lui-même un état de particulière vulnérabilité, je pense que nous nous positionnerions socialement en la matière à l'encontre de l'esprit même du principe de l'égalité femmes-hommes. En effet, il serait question, à mon sens, de partir, et ce systématiquement, du postulat que le sexe féminin peut générer en lui-même un état de fragilité. On retiendrait alors collectivement l'idée d'un sexe faible. Vous voyez ce que je veux dire ? Si on faisait en fait du sexe en lui-même et spécialement du sexe féminin une cause de vulnérabilité, on en viendrait concrètement à alimenter le stéréotype du sexe faible. Et derrière, effectivement, cette idée, on aurait possiblement tout un wagon de stéréotypes de genre qui serait lié au fait que le sexe faible ne peut pas, par exemple, envisager des positions sociales de pouvoir. Oui, je comprends. Voilà, on serait vraiment dans cet état d'esprit, ce qui, à mon sens, ne serait absolument pas bienvenu. Alors, cela m'amène quand même à vous dire qu'il faut, à mon sens, être extrêmement précautionneux quant à la manière de nommer les choses. Et spécialement dans une matière ayant une vocation sociale
et vous le savez puisque vous Ouais. êtes juriste, tel que le droit, parce qu'il faut peut-être résister aux effets de mode qui ne représentent pas toujours des bonnes voies d'évolution. On a l'impression que le droit peut être magique et que le simple fait de nommer les choses pourrait améliorer des situations plus ou moins compliquées, socialement compliquées, j'entends bien. Là, je ne pense pas, effectivement, que ce soit opportun de le faire. Alors, si on approfondit un tout petit peu encore cette question, on peut avoir en tête que les femmes âgées représentent, bien sûr, les premières victimes de certaines formes de maltraitance en France, comme dans bon nombre d'autres pays. C'est le cas, par exemple, je l'ai dit tout à l'heure, des vols avec violence ou encore des violences sexuelles. Mais je suis d'avis que le droit doit justement combattre l'idée qu'elles sont, en raison même de leur sexe, soumises à la domination et à l'autorité d'autrui. Pourquoi ? Parce que on en viendrait, si on n'avait pas ce prisme comme fil conducteur, à considérer que les femmes sont fragiles par nature, avec, au-delà des aspects protectionnistes que l'on pourrait mettre en œuvre, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ensemble des stéréotypes de genre qui pourraient ensuite être appliqués et qui en viendraient, mais ça c'était une autre causerie, à les discriminer pour des raisons justement liées à leur sexe. Alors, moi je pense qu'en tout et pour tout, le sexe n'y est à proprement parler pour rien dans ce constat des maltraitances faites aux femmes âgées. Ce sont plutôt les mentalités qui sont en cause et il est bien temps, à mon avis, en la matière qu'elles évoluent. Oui, je vous remercie. Alors, nous avons encore quelques minutes. Je voudrais revenir sur une remarque que vous nous avez faite à propos de la maltraitance et notamment des moments à risque. Vous évoquez notamment la toilette qui apparaît comme un temps de brutalité. Mais il y a véritablement de la jurisprudence sur cette question-là ? Oui, il y a de la jurisprudence sur cette question. Alors après, les formes en fait, de maltraitance physique ou psychologique qui sont prises concrètement comme critères d'identification vont évoluer selon les situations en question. J'imagine. Mais j'ai quelques arrêts en tête où justement il s'agissait d'administrer une douche froide à la personne pour la réveiller, pour la calmer, ou de lui tirer les cheveux, par exemple. Très bien. Et donc, on a effectivement, à travers la jurisprudence, un bon nombre d'exemples à travers lesquels on peut se dire que le temps de toilette est un temps à risque pour les personnes âgées lorsque on ajoute à leur âge un état de dépendance à autrui. Je vous remercie en tout cas, Joanne, de nous avoir bien éclairé sur cette question de la maltraitance des personnes âgées. Mais merci à vous, Patricia. Thank you.